Une organisation de producteurs, donc autrement appelée OP, comme son nom l'indique, est constituée de producteurs qui donc dirigent cette organisation. Il peut s'agir de coopératives, mais aussi de SICA ou encore d'associations. Elles peuvent avoir plusieurs buts, comme de faire de la transformation, de faire de la distribution, de l'emballage, d'organiser le contrôle de la qualité, de mettre en commun des équipements, des installations de stockage, etc. Et doivent avoir au moins l'un des deux objectifs que je vais vous citer, soit un objectif économique de mise en marché de la production, de son adaptation à la demande, etc., notamment en termes de qualité et de quantité, ou alors un objectif environnemental ou en lien avec la qualité. C'est-à-dire qu'elle peut proposer du conseil technique à ses adhérents pour participer à la mise en place de pratiques plus respectueuses de l'environnement et ou du bien-être animal. Et aussi, par exemple, travailler sur le développement de SICO, de signes officiels de la qualité et de l'origine, comme des AOP, des IGP ou encore des labels. Et donc les organisations de producteurs peuvent être soit commerciales, c'est-à-dire qu'il va y avoir transfert de propriété entre l'agriculteur et l'OP, ou alors elles sont non commerciales, et dans ce cas-là, il n'y a pas de transfert de propriété, et les OP ont généralement plutôt un rôle de négociation. Généralement, ces OP non commerciales, ce sont des associations, alors que l'exemple parfait qu'on pourrait prendre pour illustrer ce qu'est une OP commerciale, c'est une coopérative. Alors les OP, c'est un terme qui apparaît pour la première fois dans les textes législatifs à la fin des années 90, mais en fait, il existait des organisations un peu semblables qui sont antérieures à cette date, comme des groupements de producteurs, voire des coopératives qui ont parfois plus d'un siècle. Et donc là, pour la première fois, le terme apparaît dans la loi en 1999, on parle enfin d'organisation de producteurs. À quoi ça sert une OP ? Alors une OP peut avoir donc plusieurs rôles. En filière porcine, elle en a vraiment deux principaux. Ça va être de commercialiser la production. En filière porcine, c'est vraiment, elle représente 90% des porcs commercialisés sur le marché. Et la plupart d'entre elles proposent du conseil technique à leurs adhérents. C'est aussi un rôle très important qu'elles ont finalement. Elles ont permis de regrouper les producteurs et de renforcer finalement leur pouvoir de marché, de se regrouper, de regrouper l'offre. Et c'est une idée qu'on retrouve aussi dans d'autres filières. En filière laitière, le regroupement en organisation de producteurs permet de renforcer le pouvoir de négociation des éleveurs qui étaient auparavant seuls face à leur laiterie privée pour négocier leurs contrats. Je vais prendre un exemple qu'on trouve dans la filière porcine. On a environ une trentaine d'OP reconnues en France, principalement toutes des coopératives. Et donc si on prend, il existe des coopératives qui sont indépendantes, c'est-à-dire qu'elles sont pas liées à des maillons aval notamment. On peut citer Evelup par exemple, qu'on peut qualifier d'indépendante. On a aussi des OP qui sont reliés plutôt à la partie amont, comme Eureden Triskalia, donc liés avec la partie alimentation animale. Et puis enfin, il y a des OP qui sont en filière, donc qui possèdent des usines d'aliments, mais qui possèdent aussi des abattoirs, voire des usines de transformation. Dans ce cas-là, par exemple, un exemple, ce serait la coopérative Cooperm. Les organisations de producteurs, elles doivent avoir une taille minimale pour être reconnues dans la loi, mais la taille peut vraiment varier énormément en termes de production. On peut avoir des OP, notamment en filière biologique, qui ne sont composées que de 25 producteurs, alors qu'on a d'autres organisations de producteurs qui rassemblent plus de 2500 membres. Les notions qu'on pourrait associer donc, aux organisations de producteurs sont celles d'économie et aussi de droit, parce que la reconnaissance des OP peut être importante dans ce que ça peut leur permettre de faire derrière. Par exemple, si on cite la filière fruits et légumes, la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs est ce qui permet en fait aux producteurs de faire des programmes opérationnels et bénéficier d'aide de l'Union européenne. Et sinon, un terme qui est important quand on parle d'OP aussi, c'est la notion de négociation et puis de contractualisation, qui s'est développée notamment avec la loi Egalim en filière lait de vache, où là les OP sont chargés de négocier les contrats pour leurs adhérents. Une autre notion qu'on pourrait citer, c'est la notion de commercialisation, puisque c'est un rôle très important des OP, notamment en porc. Alors il ne faut pas confondre les organisations de producteurs avec les coopératives ou les groupements de producteurs.
parce que donc, les groupements de producteurs n'ont pas de définition juridique dans la loi, et les coopératives, les premières, ne sont pas forcément reconnues organisations de producteurs. Tout comme une OP peut ne pas être une coopérative n'est pas forcément une OP. Une autre notion avec laquelle il ne faut pas confondre les organisations de producteurs, c'est les associations d'organisations de producteurs. En fait, ces associations vont regrouper plusieurs OP et pouvoir échanger des informations ou gérer la production tout en respectant le droit de la concurrence. Un autre terme qu'on pourrait citer, c'est celui d'organisation de production et non pas de producteur. Et donc c'est pas la même notion. Une organisation de production, c'est un terme qu'on retrouve notamment en volaille de chair, et eux parlent d'OP également. Et ces organisations de production sont chargées justement d'organiser le placement des volailles en élevage et leur mise à l'abattoir, etc. Aujourd'hui, dans certaines filières, les OP ont une place très importante. De nombreux textes de loi ont renforcé leur pouvoir au fil des ans afin d'améliorer à la fois le revenu des agriculteurs et puis de participer à la transition agroécologique. On peut citer notamment donc, la loi Egalim 1 qui a été suivie ensuite de la loi Egalim 2 en novembre ou décembre 2021. Alors les OP, via le développement de contrats, de filières de qualité, via l'appui technique qu'elles proposent et leur participation à des projets de R&D notamment, peuvent participer à cette transition. Elles recherchent de nouveaux débouchés sur des productions qui vont être différenciées et elles peuvent aussi parfois proposer des appuis financiers aux éleveurs via des prêts ou un soutien auprès des banques pour les aider à financer cette transition. Le regroupement de l'offre, la gestion des SICO et des cahiers des charges peut développer le pouvoir de négociation et permettre de mieux répartir la valeur, ce qui pourrait aider aussi à cette transition.